26 août 1071. Le soleil se lève sur la plaine de Manzikert, près du lac de Van, en Arménie orientale. Dans quelques heures, le destin de l'Empire byzantin va basculer dans une tragédie qui marquera l'histoire à jamais. Cette bataille ne sera pas seulement une défaite militaire, ce sera un acte de trahison qui ouvrira les portes de l'Anatolie aux Turcs et sonnera le glas de la puissance byzantine. L'Empire byzantin de 1071 n'a plus rien à voir avec la glorieuse Byzance de Justinien. Depuis des décennies, les frontières orientales saignent sous les coups de boutoir des Turcs seldjoukides. Ces nomades venus des steppes d'Asie centrale ont embrassé l'islam sunnite avec une ferveur guerrière qui glace le sang des populations chrétiennes d'Anatolie. Leurs raids incessants transforment les riches provinces byzantines en terre de désolation. Constantinople suffoque dans l'atmosphère empoisonnée des complots de palais. La mort de l'empereur Constantin Diduca en 1067 a laissé l'Empire sans direction ferme. Son fils Michel VII, trop jeune pour régner, vit sous la tutelle de sa mère, l'impératrice Eudocie Makrembolitissa. Cette veuve au tempérament fort va choquer l'aristocratie byzantine en épousant en janvier 1068 un militaire de second rang, Romain IV Diogène. Ce mariage politique cache une réalité cruelle. L'Empire a désespérément besoin d'un chef de guerre capable de repousser la marée turque. Romain Diogène, général aguerri et homme d'action, semble être l'homme providentiel, mais la famille Doukas, menée par le César Jean Doukas, oncle de Michel VII, voit d'un très mauvais œil ce parvenu qui leur vole le pouvoir. Jean Doukas incarne l'aristocratie byzantine traditionnelle. Riche propriétaire terrien de Thrace et de Bithynie, il dispose d'une fortune considérable et d'un réseau d'influence tentaculaire. Son opposition à Romain Diogène n'est pas que personnelle. Elle reflète le mépris de la vieille noblesse civile pour les militaires. Cette division intestine va se révéler fatale. À 1000 kilomètres de Constantinople, dans les somptueux palais d'Ispahan, règne un homme que ses ennemis appelleront bientôt le lion héroïque. Alp Arslan, de son vrai nom Muhammad ibn Daoud Chagri, a accédé au sultanat seldjoukide en 1063 après avoir éliminé ses rivaux dans le sang. Ce guerrier de 42 ans n'a rien du barbare inculte que dépeignent les chroniqueurs byzantins. Fin stratège et diplomate habile, il s'appuie sur l'un des plus grands vizirs de l'histoire musulmane, Nizam al-Mulk. Ce persan érudit a créé une administration d'une efficacité redoutable qui permet aux Seldjoukides de transformer leur conquête nomade en un véritable État. L'empire d'Alp Arslan s'étend de l'Oxus au Tigre. Ses armées ont soumis les tribus turcomanes indisciplinées et en ont fait une machine de guerre redoutable. Le sultan dispose d'une cavalerie légère d'élite, rompue aux tactiques de harcèlement héritées des steppes, mais aussi d'une infanterie professionnelle, les goulams, esclaves soldats d'une fidélité absolue. En 1071, Alp Arslan n'a pourtant pas l'intention de livrer une grande bataille contre les Byzantins. Ses préoccupations sont ailleurs. Il assiège Alep, contrôlé par ses rivaux fatimides d'Égypte. Cette guerre sainte contre les chiites hérétiques lui importe plus que les escarmouches byzantines. Il considère l'Empire grec comme un ennemi secondaire, utile pour les razzias de ses tribus nomades, mais pas assez menaçant pour justifier une campagne majeure. Cette évaluation va se révéler tragiquement erronée. L'hiver 1070-1071 voit Romain IV Diogène déployer une énergie fébrile pour organiser sa campagne décisive. L'empereur comprend que son règne ne survivra pas à une nouvelle humiliation face aux Turcs. Il lui faut une victoire éclatante pour légitimer son pouvoir face aux Doukas et rassurer une population terrorisée par les raids seldjoukides. Les préparatifs révèlent l'ampleur du défi. L'armée byzantine traditionnelle, basée sur les thèmes provinciaux, s'est effondrée sous les coups répétés des incursions turques. Les soldats paysans d'Anatolie ont abandonné leurs fermes pour fuir vers l'ouest. Romain doit donc s'appuyer massivement sur des mercenaires. Normands d'Italie du Sud menés par Roussel de Bailleul, Petcheneg des steppes, Vareg scandinave, Turcs oghuz renégats. Cette armée cosmopolite pose des problèmes insolubles de commandement et de loyauté. Les mercenaires ne se battent que pour l'or.
et leur fidélité vacille au moindre revers. Plus grave, certains contingents turcs de l'armée byzantine ont des liens de sang avec leurs adversaires, Seldjoukides. Romain le sait, mais il n'a pas le choix. Sans ses mercenaires, il ne peut aligner qu'une poignée de régiments d'élite. Au printemps 1071, l'empereur quitte Constantinople à la tête d'une armée estimée entre 60 000 et 70 000 hommes selon les sources. Cette masse impressionnante cache des faiblesses structurelles que Romain s'efforce d'ignorer. Il emmène avec lui Andronic Doukas, fils du César Jean Doukas, espérant par ce geste apaiser l'opposition familiale. Cette décision, dictée par la naïveté politique, va se révéler catastrophique. La progression de l'armée byzantine à travers l'Anatolie ressemble à un cortège funèbre. Les soldats traversent des régions dévastées par des décennies de raids turcs. Les villes sont en ruine, les campagnes dépeuplées, les routes infestées de brigands. Cette désolation sape le moral des troupes qui découvrent l'étendue du désastre. À Sébasté, Sivas, Romain doit sévèrement châtier des mercenaires normands qui pillent la population chrétienne locale. Ces violences révèlent les tensions internes de l'armée. Les différents contingents se méfient les uns des autres. Les officiers byzantins méprisent les chefs mercenaires. Les soldats grecs détestent leurs alliés étrangers. En juin 1071, l'armée atteint Théodosiopolis, Erzurum. Romain y reçoit des nouvelles inquiétantes. Alp Arslan a levé le siège d'Alep et marche vers le nord avec ses troupes d'élite. Le sultan a compris que l'offensive byzantine constitue une menace sérieuse qu'il ne peut ignorer. C'est à Théodosiopolis que Romain commet l'erreur tactique fatale qui condamnera son armée. Désireux de maximiser ses chances de succès, il divise ses forces en deux. La moitié de l'armée, composée de ses meilleures troupes, est envoyée vers le nord, sous le commandement du magistros Joseph Tarchagnotes, pour renforcer les mercenaires normands de Roussel de Bailleul près de la forteresse de Cliat. Cette division des forces viole tous les principes élémentaires de l'art militaire byzantin. Face à un ennemi mobile et insaisissable comme les Turcs, la cohésion de l'armée est vitale. En dispersant ses troupes, Romain offre à Alp Arslan l'opportunité qu'il espérait, attaquer séparément des corps d'armée affaiblis. Pendant ce temps, l'empereur marche sur Manzikert avec les forces restantes. Cette forteresse arménienne, récemment prise par les Turcs, contrôle un passage stratégique vers le lac de Van. Sa reconquête aurait une valeur symbolique considérable et rassurerait les populations arméniennes tentées de faire allégeance aux Seldjoukides. Le 24 août 1071, alors que Romain Diogène fait son entrée triomphale dans Manzikert reconquise, un message lui parvient qui glace son sang. Joseph Tarchagnotes et Roussel de Bailleul ont abandonné leur position et battent en retraite vers l'ouest, direction Mélitène. Avec eux disparaissent 20 000 à 30 000 hommes, l'élite de l'armée byzantine. Les circonstances exactes de cette défection demeurent mystérieuses. Selon certaines sources, Tarchagnotes aurait été surpris et défait par l'avant-garde d'Alp Arslan. Mais cette version officielle ne convainc personne. Un général de l'expérience de Tarchagnotes ne se laisse pas facilement surprendre, surtout avec des forces aussi importantes. La vérité est plus sombre. Tarchagnotes, proche de la famille Doukas, a probablement reçu des instructions secrètes de Jean Doukas. Le plan est diabolique. Affaiblir Romain en lui retirant ses meilleures troupes au moment crucial, puis le laisser affronter seul Alp Arslan. Si l'empereur remporte miraculeusement la victoire avec des forces réduites, sa gloire n'en sera que plus grande et les Doukas pourront s'en attribuer le mérite. S'il est défait, ils reprendront le pouvoir en désignant Romain comme unique responsable du désastre. Roussel de Bailleul, mercenaire normand sans scrupules, suit le mouvement. Cet aventurier ne cherche que son profit personnel et n'hésite jamais à changer de camp si cela sert ses intérêts. Sa trahison prive Romain de ses meilleurs fantassins lourds, seule troupe capable de résister aux charges de la cavalerie turque. Cette défection multiple révèle la pourriture qui ronge l'Empire byzantin.
La guerre civile latente entre les factions aristocratiques passe avant l'intérêt national. Pendant que les doukas complotent et que les mercenaires désertent, l'ennemi approche. Alp Arslan apprend l'offensive byzantine alors qu'il met le siège devant Alep. Cette nouvelle le contrarie. Il préférerait en finir avec les Fatimides avant de s'occuper des Grecs. Mais l'avance de Romain sur Manzikert constitue une provocation qu'il ne peut ignorer sans perdre la face devant ses émirs. Le sultan lève le camp dans la précipitation et remonte vers l'Arménie avec une armée d'environ 30 000 hommes. Cette force semble dérisoire face aux 70 000 Byzantins, mais Alp Arslan dispose d'avantages considérables. Ses troupes sont homogènes, entraînées, motivées par la guerre sainte. Elles connaissent parfaitement le terrain et bénéficient du soutien des populations musulmanes locales. Plus important encore, le sultan maîtrise l'art de la guerre mobile héritée des steppes. Ses cavaliers légers, armés d'arcs composites redoutables, excellent dans les tactiques de harcèlement et de fuite simulée. Ils peuvent cribler l'ennemi de flèches tout en restant hors de portée de ses armes lourdes, puis fondre sur lui au moment opportun. Le 25 août, les éclaireurs turcs signalent la présence de l'armée byzantine près de Manzikert. Alp Arslan établit son camp à distance respectable et envoie immédiatement des émissaires pour sonder les intentions de Romain. Cette démarche diplomatique cache un calcul stratégique. Le sultan espère gagner du temps pour que ses troupes se remettent de leur marche forcée. Les négociations révèlent les personnalités contrastées des deux chefs. Alp Arslan, fin diplomate, propose une paix honorable. Il abandonnera Manzikert contre la cession de la forteresse de Hiérapolis en Syrie. Cette offre généreuse témoigne de sa réticence à livrer une bataille incertaine, alors que ses vrais ennemis fatimides l'attendent au sud. Romain Diogène rejette brutalement ses ouvertures. L'empereur a parcouru des centaines de kilomètres et investi une fortune dans cette campagne. Il ne peut rentrer à Constantinople les mains vides sans s'exposer au ridicule et aux machinations de ses ennemis. Il lui faut une victoire éclatante, et il la veut maintenant. Cette intransigeance scelle le sort de l'Empire byzantin. En refusant la négociation, Romain condamne son armée à affronter un adversaire qui ne demandait qu'à éviter le combat. L'aube du 26 août 1071 se lève dans une atmosphère lourde de pressentiments. Les deux armées se font face dans la plaine de Manzikert, séparées par quelques kilomètres de terrain rocailleux. Du côté byzantin, l'inquiétude grandit à mesure que les nouvelles affluent. Des mercenaires turcs oghouze viennent de déserter pour rejoindre leurs frères seldjoukides, affaiblissant encore les forces de Romain. L'empereur déploie son armée selon les traditions byzantines millénaires. Au centre, il prend personnellement le commandement des régiments d'élite, les skolai, la garde varangienne, les derniers débris des anciens thèmes. À sa droite, Théodore Aliathès dirige l'aile composée de mercenaires petchenègues et de troupes arméniennes. À gauche, le vétéran Nicéphore Brienne commande un corps mixte de Normands restés fidèles et de soldats grecs. Plus inquiétant, Romain confie l'arrière-garde à Andronique Doukas, fils de son ennemi juré. Cette décision, dictée par un souci de réconciliation politique, place le sort de l'armée entre les mains d'un traître potentiel. Andronique accepte ce commandement avec une déférence suspecte qui n'échappe à personne. De l'autre côté, Alp Arslan organise ses troupes selon une stratégie éprouvée. Ses cavaliers légers forment un croissant qui enserre partiellement l'armée byzantine tandis que sa garde d'élite, les goulams, reste en réserve. Cette formation permet de harceler l'ennemi sur ses flancs tout en gardant une force de frappe pour l'assaut décisif. Les premiers combats commencent vers midi. Les archers turcs se rapprochent des lignes byzantines et lâchent des nuées de flèches qui s'abattent sur les formations serrées. Les soldats de Romain, protégés par leurs lourdes armures, résistent bien à ce bombardement initial. Mais la tactique turque n'est pas de détruire l'ennemi par les flèches, elle vise à l'épuiser, à briser sa cohésion, à créer des brèches dans ses rangs. Pendant des heures, cette guerre d'usure se poursuit. Les Byzantins tentent plusieurs charges pour disperser les archers turcs, mais ceux-ci s'évanouissent comme des fantômes avant de revenir harceler leurs poursuivants.
Cette frustration permanente mine le moral des troupes qui voient leurs camarades tomber sans pouvoir répliquer efficacement. Vers 16 heures, Romain Diogène prend une décision fatale. Constatant que ses hommes s'épuisent sous le harcèlement incessant et que la nuit approche, il ordonne une retraite en bon ordre vers le camp retranché. Cette manœuvre, parfaitement logique sur le plan tactique, va déclencher la catastrophe. Le mouvement de retraite ordonné par l'empereur est mal interprété par l'aile droite de Théodore Aliathès. Ses troupes composites, déjà ébranlées par des heures de combat, paniquent et commencent à se retirer en désordre. Cette débandade partielle crée une brèche dans le dispositif byzantin qu'Alparslan observe avec satisfaction. Mais le véritable coup de poignard vient de l'arrière-garde. Au lieu de couvrir la retraite, comme le veut la tradition militaire, Andronic Doukas ordonne soudain à ses troupes de refluer vers l'arrière. Pire, il fait répandre la rumeur que l'empereur est mort au combat. Cette nouvelle, relayée par ses agents, se propage comme une traînée de poudre dans les rangs byzantins. L'effet est foudroyant. Les soldats, privés de leur chef symbolique, perdent instantanément toute motivation. Les différents corps d'armée cessent de coordonner leurs mouvements et ne pensent plus qu'à sauver leur peau. La retraite ordonnée se transforme en déroute générale. Alparslan saisit immédiatement l'opportunité. D'un geste, il lance ses goulams dans un assaut général qui enfonce les lignes byzantines désorganisées. Sa cavalerie légère, jusque-là cantonnée au harcèlement, charge à son tour sur les flancs découverts. En quelques minutes, l'armée de l'Empire romain d'Orient se disloque dans un chaos indescriptible. Seule l'aile gauche de Nicéphore, Brienne, maintient sa cohésion. Ce vétéran, 3 fois blessé dans la journée mais toujours debout, organise une résistance désespérée qui permet à l'empereur de ne pas être complètement encerclé. Grâce à ce sacrifice héroïque, Romain peut encore espérer s'échapper. Mais le destin en décide autrement. Le cheval de l'empereur s'effondre, touché par une flèche turque. Romain, projeté au sol et étourdi par sa chute, se retrouve à la merci des cavaliers d'Alparslan qui fondent sur lui. Ses derniers fidèles tentent de le protéger, mais ils sont submergés par le nombre. L'impensable se produit, l'empereur des Romains tombe aux mains de l'infidèle. Quand Romain Diogène, souillé de boue et de sang, est traîné devant la tente d'Alparslan, le sultan refuse d'abord de croire que ce prisonnier misérable est le Basileus de Constantinople. Cette incrédulité témoigne du prestige encore intact de l'Empire byzantin aux yeux de ses ennemis. Jamais depuis l'empereur romain Valérien au IIIe siècle, un souverain chrétien n'était tombé vivant aux mains d'un chef musulman. La scène qui suit révèle la grandeur d'âme d'Alparslan. Selon la tradition orientale, il pose son pied sur la nuque de Romain pour marquer sa soumission. Mais ce geste rituel accompli, il traite son prisonnier avec une courtoisie parfaite. Le sultan fait laver et habiller l'empereur, lui offre un repas somptueux et engage avec lui une conversation qui restera célèbre. « Que feriez-vous de moi si je vous étais présenté comme prisonnier ?» demande Alparslan. « Peut-être vous ferais-je exécuter ou vous exhiberais-je dans les rues de Constantinople » répond Romain avec une franchise brutale. « Alors un châtiment plus cruel vous attend. Je vous pardonne et vous rends votre liberté, » rétorque le sultan avec un sourire. Cette magnanimité n'est pas que générosité, elle relève d'un calcul politique raffiné. Alparslan comprend qu'un empereur humilié, mais vivant, lui sera plus utile qu'un martyr mort. Romain, reconnaissant de sa clémence, sera naturellement enclin à négocier un traité avantageux pour les Seldjoukides. Les pourparlers durent une semaine entière. Le traité finalement signé révèle l'ampleur de la défaite byzantine. Romain accepte de payer une rançon personnelle d'1,5 million de pièces d'or, somme astronomique qui épuisera le trésor impérial. Il s'engage également à verser un tribut annuel de 360 000 pièces d'or et à fournir des troupes auxiliaires pour les campagnes d'Alparslan. Enfin, et c'est peut-être le plus humiliant, il promet de faciliter le passage des pèlerins musulmans vers la Mecque à travers le territoire byzantin. En échange, Alparslan s'engage à libérer tous les prisonniers byzantins, à respecter l'intégrité territoriale de l'Empire et à venir en aide à Romain en cas de rébellion intérieure.
Cette dernière clause témoigne de la lucidité du sultan. Il pressent que l'empereur va affronter de graves difficultés à son retour. Le 30 août, Romain Diogène quitte le camp seldjoukide escorté d'une garde d'honneur et couvert de présents. Cette générosité ostentatoire fait partie de la propagande d'Alp Arslan. Elle démontre sa supériorité morale sur les Byzantins et impressionne favorablement l'opinion musulmane. Pendant que Romain négocie sa liberté, Constantinople sombre dans le chaos. La nouvelle de la défaite de Manzikert et de la capture de l'empereur provoque une panique générale. Les nobles se barricadent dans leurs palais, les bourgeois cachent leurs biens, le peuple se presse dans les églises pour implorer la protection divine. Jean Doukas saisit cette opportunité avec l'habileté consommée du courtisan byzantin. Entouré de ses partisans, il fait proclamer son petit-neveu Michel, unique empereur légitime, et fait annuler le mariage de Romain avec l'impératrice Eudocie. Cette dernière, contrainte et forcée, accepte l'exil monastique pour sauver sa vie. La propagande des Doukas présente Romain comme un usurpateur puni par Dieu pour ses crimes. Sa défaite devient la preuve de son illégitimité, sa capture, le châtiment de son orgueil. Cette campagne de dénigrement prépare l'opinion à l'élimination physique de l'empereur déchu. Quand Romain approche de Constantinople au début d'octobre 1071, il découvre avec amertume que ses malheurs ne font que commencer. Les portes de la capitale lui sont fermées, ses partisans ont fui ou ont été emprisonnés, son trésor a été saisi. L'homme qui espérait revenir en héros se retrouve proscrit dans son propre empire. Pire, Andronic Doukas, le traître de Manzikert, l'attend près d'Andrinople avec une petite armée. Ce scélérat, qui a provoqué la défaite de son empereur, ose maintenant le combattre ouvertement. Le combat qui s'ensuit tourne rapidement à l'avantage des Doukas. Romain, privé de soutien, doit se rendre après une résistance symbolique. La suite relève de l'horreur pure. Jean Doukas, ce pilier de l'aristocratie byzantine, fait crever les yeux de l'empereur déchu selon la tradition constantinopolitaine. Cette mutilation censée empêcher définitivement Romain de prétendre au trône est exécutée avec une cruauté raffinée. Les bourreaux utilisent de l'eau bouillante pour détruire lentement les orbites. Romain IV. Diogène, empereur. Des Romains, vainqueurs de 1000 batailles, sombrent dans une agonie qui durera des mois. Exilé sur l'île de Proti dans la mer de Marmara, privé de soins médicaux, il succombe le 4 août 1072 dans des souffrances atroces. Sa mort marque la fin symbolique de la résistance byzantine face à l'invasion turque. La trahison de Manzikert produit des conséquences qui dépassent largement le sort personnel de Romain Diogène. En éliminant le seul empereur capable d'organiser la résistance militaire, les Doukas ouvrent involontairement les portes de l'Anatolie aux tribus turques. Alp Arslan, fidèle aux termes du traité, n'entreprend pas d'invasion systématique des terres byzantines. Mais il ne peut contrôler les dizaines de milliers de nomades turcomanes qui déferlent spontanément vers l'ouest attirés par les richesses de l'Anatolie. Ces pillards indépendants, menés par des chefs comme Suleyman ibn Kutalmish, s'installent dans les vallées abandonnées et créent des émirats de facto. L'Empire byzantin n'oppose aucune résistance organisée à cette infiltration. Michel Doukas, empereur fantoche manipulé par son grand-oncle Jean, s'avère incapable de gouverner. Son règne, marqué par l'inflation galopante qui lui vaut le surnom de Parapinas, moins du quart, voit l'effondrement de l'administration provinciale. Les anciens thèmes d'Anatolie, privés de protection militaire, se vident de leur population chrétienne. Les paysans grecs fuient vers la côte ou vers Constantinople, abandonnant leurs terres aux nouveaux venus. En quelques années, l'équilibre démographique millénaire de l'Asie mineure bascule définitivement en faveur de l'élément turc. Cette transformation n'est pas que démographique, elle est aussi religieuse. Les tribus turcomanes apportent avec elles un islam mystique et populaire qui séduit de nombreux chrétiens désabusés. Les conversions se multiplient.
encouragés par les avantages fiscaux accordés aux musulmans et par la faiblesse de l'Église orthodoxe locale. En 1077, l'ancien mercenaire Roussel de Bailleul tente de tailler un royaume personnel en Anatolie avec ses soldats normands. Cette aventure révèle le degré de décomposition de l'autorité byzantine. Un condottière européen peut défier impunément l'empereur dans ses propres provinces. Il faut l'intervention des Turcs eux-mêmes pour éliminer cet usurpateur. La mort de Jean Doukas vers 1088 ouvre une période de guerre civile endémique qui achève de ruiner l'Empire. 3 généraux se disputent le trône. Nicéphore Brienne, le petit-fils du héros de Manzikert, Nicéphore Botaniates et Alexis Comnène. Cette anarchie militaire profite aux seuls Turcs qui étendent méthodiquement leur contrôle sur l'Anatolie centrale. Alexis Ier Comnène, qui s'impose finalement en 1081, hérite d'un empire réduit à une bande côtière en Asie mineure. Ce souverain énergique et intelligent comprend qu'il ne peut restaurer la puissance byzantine avec ses seules forces. Il noue des contacts avec l'Occident latin et demande l'aide du pape Urbain II contre les infidèles. Cette démarche aboutit en 1095 à la prédication de la première croisade. Les barons occidentaux, motivés par l'espoir du butin et le salut de leurs âmes, déferlent sur l'Orient musulman divisé. Leurs victoires temporaires, en Syrie et en Palestine, redonnent un peu de prestige à Byzance, mais l'Anatolie reste largement turque. Le sultanat de Roum, fondé par Sulayman ibn Kutalmish à Nicée puis transféré à Konya, devient la matrice du futur empire ottoman. Cette création politique durable démontre que la bataille de Manzikert n'a pas seulement ouvert l'Anatolie aux razzias turcs, elle a permis l'installation définitive d'un peuple et d'une civilisation. 8 siècles plus tard, quand les bas des derniers Byzantins tombent sous les coups des Ottomans, en 1453, la bataille de Manzikert résonne encore comme l'acte fondateur de cette catastrophe. Les historiens turcs modernes célèbrent cette victoire comme la naissance de leur nation en Anatolie. La mosquée Samlika d'Istanbul, inaugurée en 2019, arbore 4 minarets de 107,1 mètres de haut. Cette mesure précise commémore la date de 1071. Cette mémoire sélective occulte une vérité plus sombre. Manzikert n'aurait jamais dû avoir lieu. Si Romain Diogène avait accepté les offres de paix d'Alp Arslan, l'histoire aurait peut-être pris un cours différent. Si les Doukas avaient fait passer l'intérêt national avant leur ambition personnelle, l'Empire aurait conservé ses défenseurs. Si Andronic n'avait pas trahi au moment crucial, la bataille aurait pu tourner autrement. Car, contrairement à la légende, Manzikert n'était pas une confrontation entre la croix et le croissant, entre l'Orient et l'Occident, entre 2 civilisations irréconciliables. C'était le produit d'une série de calculs personnels, d'erreurs, tactiques et de trahisons politiques qui ont précipité un empire millénaire vers sa perte. La véritable tragédie de Manzikert réside dans son caractère évitable. Les Seldjoukides n'étaient pas des barbares assoiffés de sang chrétien, c'étaient des politiques pragmatiques prêts au compromis. Alp Arslan lui-même le démontra par sa magnanimité envers Romains captifs. Mais les divisions byzantines rendirent impossible toute solution négociée. L'histoire de Manzikert offre des leçons intemporelles sur les dangers qui menacent toute société divisée face à l'adversité extérieure. L'empire byzantin de Mundiadedissun 1071 possédait encore les ressources humaines et matérielles pour résister aux Turcs. Ses armées, bien commandées, gardaient leur supériorité tactique. Ses finances, malgré les difficultés, permettaient d'entretenir des forces suffisantes. Sa diplomatie conservait son influence. Ce qui manquait, c'était l'unité nationale face au péril. Les grandes familles aristocratiques préféraient leurs querelles personnelles à la défense commune. Les généraux trahissaient leurs empereurs pour satisfaire leurs ambitions. Les mercenaires vendaient leurs services aux plus offrants sans considération patriotique.
Cette désagrégation interne rendit vaine la bravoure individuelle des soldats. Jean Doukas incarne parfaitement cette aristocratie décadente qui précipita l'Empire dans l'abîme. Cet homme cultivé et intelligent était assez lucide pour comprendre le danger turc, assez riche pour contribuer à l'effort de guerre, assez influent pour rallier l'opinion. Mais ses calculs de clan l'emportèrent sur l'intérêt général. En éliminant Romain Diogène, il croyait servir sa famille. Il condamna son empire. Andronic Doukas représente une catégorie plus méprisable encore, celle des traîtres par lâcheté. Ce jeune homme n'avait aucune excuse personnelle pour abandonner son empereur au combat. Sa défection ne lui apporta aucun bénéfice durable et contribua à la ruine de l'ordre social dont il était bénéficiaire. Sa trahison relève de la pure veulerie. À l'inverse, des hommes comme Nicéphore Brienne montrent qu'une autre voie était possible. Ce général, 3 fois blessé à Manzikert, continua de servir loyalement l'Empire malgré les vicissitudes politiques. Son petit-fils, historien de talent, légua à la postérité un témoignage précieux sur ces événements dramatiques. Cette fidélité au service de l'État transcendant les personnes illustre l'idéal civique byzantin dans ce qu'il avait de plus noble. Paradoxalement, le grand vainqueur de Manzikert ne fut ni Alp Arslan, ni l'islam. Ce fut la désunion byzantine. Le sultan seldjoukide mourut assassiné l'année suivante lors d'une obscure campagne en Transoxiane, privant son empire du seul chef capable de coordonner la conquête de l'Anatolie. Son fils Malik Shah, malgré ses talents, dut consacrer l'essentiel de son règne à lutter contre les rébellions internes et les invasions croisées. L'empire seldjoukide se fragmenta rapidement après 1092, victime des mêmes divisions qui avaient ruiné Byzance. Les émirs turcs d'Anatolie conquirent leur indépendance, les Fatimides reconquirent la Palestine, les croisés s'installèrent en Syrie. Cette décomposition politique démontre que la victoire de 1071 était due moins à la force intrinsèque des Seldjoukides qu'à la faiblesse exceptionnelle de leurs adversaires. Si l'Empire byzantin avait conservé sa cohésion interne après Manzikert, il aurait pu profiter de cette décomposition pour reconquérir l'Anatolie. Alexis Comnène le tenta partiellement en s'alliant aux croisés, mais les divisions persistantes de l'aristocratie byzantine limitèrent ses succès. L'Empire ne retrouva jamais l'unité de commandement nécessaire aux grandes entreprises militaires. Cette leçon historique dépasse largement le cadre byzantin. Elle illustre une vérité politique éternelle. Aucune puissance extérieure ne peut détruire une nation unie, mais aucune nation divisée ne peut résister longtemps aux pressions externes. La force d'un État réside moins dans ses armées que dans la cohésion de ses élites dirigeantes. 9 siècles après les faits, la bataille de Manzikert continue d'alimenter les mythologies nationales. Pour les Turcs, elle symbolise l'entrée héroïque de leur peuple en Anatolie et la naissance de leur destin impérial. Pour les Grecs, elle représente le début du long calvaire qui aboutira à la chute de Constantinople. Ces lectures nationalisées occultent la complexité réelle des événements. La propagande turque moderne présente Manzikert comme l'affrontement de 2 mondes irréconciliables, l'islam conquérant face au christianisme décadent. Cette vision manichéenne ignore le fait qu'Alp Arslan combattait principalement d'autres musulmans et cherchait l'accommodement avec Byzance. Elle transforme en guerre de civilisation ce qui était essentiellement un conflit de pouvoir entre États rivaux. Symétriquement, l'historiographie grecque traditionnelle fait de Manzikert le symbole de la barbarie turque triomphant de la civilisation hellénique. Cette interprétation victimaire refuse de regarder en face les responsabilités byzantines dans le désastre. Elle préfère accuser l'ennemi extérieur plutôt que d'analyser les causes internes de la défaite. Ces manipulations mémorielles servent des agendas politiques contemporains, mais trahissent la vérité historique. Manzikert ne fut ni une victoire de l'islam, ni un génocide chrétien. Ce fut une bataille perdue par un empire divisé contre un adversaire qui ne demandait qu'à négocier. L'ironie suprême de cette histoire réside dans son dénouement.
Jean Doukas, l'organisateur de la trahison de Manzikert, ne profita pas longtemps de son crime. Son petit-neveu Michel VII, empereur fantoche qu'il avait porté au pouvoir, se révéla incapable de gouverner. L'inflation monétaire ruina l'Empire, les rébellions militaires se multiplièrent, l'autorité centrale s'effrita. En 1078, Michel VII fut renversé par le général Nicéphore Botaniates qui s'appuyait ironiquement sur des auxiliaires turcs. Jean Doukas, contraint à l'exil monastique, assista impuissant à l'effondrement de l'ordre qu'il croyait défendre. Il mourut vers 1088 dans l'oubli et l'amertume, conscient d'avoir détruit ce qu'il prétendait sauver. Andronik Doukas, le traître de Manzikert, connut un sort plus misérable encore. Après avoir servi plusieurs empereurs successifs avec la même versatilité, il fut finalement exécuté en 1077 sur ordre de Nicéphore Brienne, ce même Brienne dont le grand-père avait sauvé l'honneur byzantin à Manzikert. Cette justice tardive ne répara rien, mais elle symbolisa la condamnation morale de la trahison. Romains IV. Diogène, l'empereur trahi, devint paradoxalement une figure légendaire de la résistance byzantine. Les chroniqueurs tardifs, oubliant les critiques de ses contemporains, en firent le dernier héros d'un empire agonisant. Cette réhabilitation posthume ne lui rendit ni la vie ni le trône, mais elle témoigna de la nostalgie byzantine pour les temps où l'Empire avait encore des défenseurs. Le 26 août 1071, dans la plaine poussiéreuse de Manzikert, ne s'affrontèrent pas seulement deux armées, s'affrontèrent deux conceptions de l'État et du pouvoir. D'un côté, Alp Arslan incarnait l'unité de commandement, la cohésion tribale, la fidélité personnelle au chef. De l'autre, Romain Diogène représentait un empire byzantin rongé par les factions, miné par les trahisons, affaibli par ses divisions internes. La victoire du sultan seldjoukide ne témoigna pas de sa supériorité militaire. Ses forces étaient inférieures en nombre, mais de sa capacité à maintenir l'unité de son camp. Pendant qu'Andronik Doukas sabotait l'effort de guerre byzantin, les émirs turcs restaient fidèles à leur suzerain. Cette différence de cohésion interne explique l'issue de la bataille mieux que toute considération tactique. L'histoire de Manzikert nous enseigne que les empires ne meurent pas de leurs ennemis extérieurs, mais de leurs divisions internes. L'Empire romain d'Orient survécut encore 4 siècles à cette défaite, mais il ne s'en remit jamais vraiment. La blessure de la trahison, plus que celle des épées turques, saigna jusqu'au bout. Cette leçon historique résonne aujourd'hui avec une actualité troublante. Dans un monde où les démocraties sont minées par la polarisation politique, où les élites se déchirent pendant que les périls s'accumulent, l'exemple byzantin rappelle que la liberté se perd moins par la conquête que par la désunion. Le 29 mai 1453, quand Constantin XI Paléologue tomba sur les remparts de Constantinople, s'acheva le plus long règne de l'histoire humaine. L'Empire romain d'Orient avait duré 1123 ans, mais selon de nombreux historiens, il était mort, en réalité, le 26 août 1071 sur le champ de bataille de Manzikert, victime non de l'épée d'Alp Arslan, mais du poignard d'Andronik Doukas. Cette mort par trahison hante encore les mémoires. Elle rappelle à toute nation que ses véritables ennemis ne sont pas toujours ceux qu'elle combat à l'extérieur, mais parfois ceux qu'elle nourrit en son sein. La bataille de Manzikert ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut une leçon politique dont la portée dépasse largement les frontières de l'Empire byzantin et les limites du XIe siècle. Car, au-delà des circonstances particulières de cette journée d'août 1071, Manzikert pose une question universelle. Comment les sociétés peuvent-elles préserver leur cohésion face aux défis extérieurs? Comment éviter que les ambitions personnelles et les calculs partisans ne l'emportent sur l'intérêt commun? Comment maintenir l'unité nationale quand les élites préfèrent leurs querelles privées au bien public? Ces interrogations, Romain IV Diogène se les posait déjà quand il contemplait les ruines fumantes de l'Anatolie dévastée par les raids turcs. Elles restent
d'une brûlante actualité pour toute démocratie confrontée au péril de son temps. L'histoire de Manzikert nous rappelle que la vigilance ne suffit pas. Il faut encore que cette vigilance soit partagée par tous ceux qui prétendent servir l'État. Le dernier mot revient peut-être à Alp Arslan lui-même. Quand ce grand sultan mourut assassiné l'année suivante, ses dernières paroles furent « Hier, quand j'étais sur le trône, je croyais être le maître du monde. Aujourd'hui, je ne suis même pas maître de 6 pieds de terre. » Cette méditation sur la vanité du pouvoir terrestre aurait pu être prononcée par n'importe lequel des protagonistes de cette tragédie byzantine. Car Manzikert fut bien une tragédie au sens grec du terme, la chute d'hommes de haut rang précipités dans le malheur par leurs propres défauts. Romain Diogène périt victime de sa naïveté politique. Jean Doukas succomba à son aveuglement sectaire. Andronic Doukas paya sa lâcheté de sa vie. Seuls survécurent ceux qui, comme Nicéphore Brienne, placèrent l'honneur au-dessus de l'intérêt. Cette leçon de morale politique, écrite dans « Le sang sur les champs de bataille d'Anatolie », mérite d'être méditée par tous ceux qui aspirent à gouverner les hommes. Elle nous rappelle que le pouvoir est un dépôt sacré qu'on ne peut trahir sans se condamner soi-même. Elle nous enseigne que la grandeur d'une nation réside moins dans la force de ses armes que dans la loyauté de ses serviteurs. Puissent les générations futures retenir cette leçon de Manzikert. La trahison ne paie jamais, car elle détruit non seulement ses victimes, mais aussi ses auteurs. Dans cette plaine d'Arménie où résonnent encore les échos d'une bataille, vieille de 1000 ans, gît l'avertissement éternel que les peuples divisés se condamnent eux-mêmes à disparaître de l'histoire.